work skills, quel contenu dans l'enseignement vous mettriez qui concernerait ces compétences, quel mode d'enseignement vous feriez, on en a parlé un petit peu ce matin, quel mode d'encadrement également, quel mode d'évaluation, quelle comptabilité dans le diplôme et quelle valorisation. Je vais d'abord laisser la parole à l'intervenant pour qu'il vous fasse quelques propos sur cette notion de power skills ou work skills qui sont utilisés dans le monde entier maintenant. Si nous parlons de life skills. Justement, je pense que vous avez développé, mais je vais d'abord préciser que je suis linguiste de formation et je m'intéresse également à l'éducation. Je suis professeur de linguistique et j'ai été invité pour parler dans un atelier interactif pour parler des soft skills. Donc, mon esprit, c'est l'échange. Donc, en réalité, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, mais je suis quelqu'un qui a expérimenté dans l'enseignement de trentaine d'années, plus qu'une trentaine d'années, et également dans la gestion de professeurs. Et j'aimerais donner un point de vue sur ces éléments. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit ce matin, et il me semble que les choses sont plus ou moins claires sur ce que sont les soft skills, leur intérêt. Tous ces aspects-là sont identifiés plus ou moins sur certains aspects, mais il n'y a pas encore grand-chose à dire à ce niveau-là. Mais j'ai vu aussi la salle réagir, et souvent des réactions qui ramènent, qui remontent une information, qui traduit une certaine, disons, pas incohérence, mais certaines choses qui ne marchent pas. Et c'est tout à fait normal. Alors, je pense personnellement qu'on ne peut être critiqué que si on propose quelque chose. Et le fait de proposer des soft skills au niveau de l'université et donc au niveau de l'enseignement supérieur est une bonne chose, malgré les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors maintenant, peut-être qu'il va falloir aller vers une remontée de l'information et voir un peu, il y a des choses qui se sont faites déjà, et voir un petit peu comment adapter faire un peu de bilan et adapter ces sources. Le point que je voulais développer a été évoqué par M. Chavetti ce matin. En réalité, la notion, c'est un collègue de Oujda, il ne s'agit pas en réalité de connaissances, il ne s'agit pas de problèmes techniques. Il faut bien passer par là, mais ce sont des pratiques, ce sont des choses qui faudrait acquérir et utiliser, et non pas connaître seulement. Or, dans beaucoup de choses qu'on voit, ce sont essentiellement, pour l'instant en tout cas, essentiellement comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, ce que c'est. Donc c'est en fait ça se traduit par les connaissances. Et mon collègue de Oujda ce matin s'est posé la question, est-ce que les soft skills ne deviennent pas une matière, tout simplement, qu'on enseigne comme un contenu. Alors, le problème majeur de mon point de vue, c'est que ces soft skills nécessitent ou obligent à un changement. Et dès qu'on parle de notion de changement, on va forcément parler de résistance au changement. Il y a un parallélisme, moi je suis dans le monde, et on se posait souvent cette question, comment se fait-il que des étudiants qui arrivent au supérieur, et peut-être juste après pas, qui ont eu plusieurs heures de formation en français, aient le même niveau à peu près qu'en anglais qu'ils ont étudié seulement 3 jours. Alors, il y a un mystère, on dit, ils font 3 ans en anglais, ils sont assez bons, et ils font 12 ans de français, et ils ont le même niveau à peu près. De bon point de vue, cela vient du fait qu'il est beaucoup plus simple d'enseigner sur une page blanche en quelque sorte que de reformer ou de formater quelqu'un qui a déjà été formé, mais pas comme il faut. En réalité, ce
supérieur pour le français, par exemple, c'est beaucoup plus corriger qu'enseigner. Et corriger, ça demande un effort colossal et ça entraîne beaucoup de résistance. Et donc, au niveau des sourcils, on va voir la même chose. J'étais responsable j'étais directeur des études dans une école à Rabat, une école publique supérieure, et il m'a été donné de confronter en fin de compte des réalités où on veut aller vers le changement, notamment dans les aspects qui relèvent de soft skills, avec des enseignants qui ont derrière eux des pratiques. Et ça, il y a une résistance incroyable. C'est-à-dire que si on prend ces enseignants dans une réunion et qu'on discute théoriquement de l'intérêt de ces soft skills sur des choses d'ailleurs qui pourraient même améliorer leur travail, c'est-à-dire qu'il fournirait peut-être moins d'efforts avec un meilleur résultat. Théoriquement, ils adhèrent. Mais dès qu'ils partent dans leur bureau, ils reviennent à leur habitude parce que ça, disons, a un moindre coût et parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles ils sont habitués. Alors moi je pense un peu comme l'avait dit Descartes, on ne construit bien que sur quelque chose qui a été rasé en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est l'idée, si on construit sur quelque chose qui est déjà là, la construction va être faible et Descartes c'était donc je recommence à zéro en quelque sorte. C'est très difficile pour l'enseignement de recommencer à zéro parce qu'on ne peut pas effacer. Et même, moi j'avais fait une table avec quelques collègues qui travaillent dans le privé et ils m'ont dit, il y a un directeur qui m'a dit, moi quand je recrute un professeur, je préfère recruter un jeune qui vient d'être diplômé qu'un enseignant qui a une compétence, enfin une expérience dans l'enseignement public, mais qui a aussi certaines habitudes que je ne peux pas changer. Alors je dis, en réalité, si on veut réussir une réforme, il faudrait peut-être séparer les deux parcours parce que prendre les nouveaux, mais prendre-les dans le nouveau système et ils réussiront beaucoup plus que si on les mélange. Mais bien entendu, c'est un peu violent de dire cela. Alors il me semble que, et ça aussi ça a été dit par Chateaubriand, il me semble que les soft skills, c'est une question qui touche la vie quotidienne. Et c'est quelque chose qu'on doit commencer de manière très précoce. C'est-à-dire que si moi j'ai enseigné les méthodologies de travail universitaire, et quand on arrive au niveau de l'université, quand on commence à dire aux étudiants qu'il faut gérer votre temps, il faut avoir un agenda, il faut savoir ce que vous faites, combien ça vous prend de temps, etc. C'est des choses que certains élèves apprennent au niveau de l'école primaire. Et donc il y a plein de soft skills qui sont acquises au sein de l'école et qui permettent par la suite au niveau du supérieur d'adapter ce temps et non pas d'implémenter de manière complète. C'est également le rôle de la famille, c'est-à-dire l'organisation, le rapport à l'autre, toutes ces choses-là. Et donc vous voyez, si c'est l'école et si c'est la famille, nous sommes dans la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Enfin, c'est une question même de société. Alors, il y a bien entendu un travail à faire, il y a des résistances, mais je pense que si ça ne marche pas à 100%, et si ça marche seulement à quelques dizaines de pourcentages, ça serait toujours cela de gagner. Alors, la question a été aussi dite sur la question des soft skills chez les professeurs. J'ai vu tout à l'heure sur l'acquisition des compétences, et c'est vrai que ce qui est disciplinaire, ce qui est pédagogique, mais il y a aussi du côté du professeur beaucoup de choses à apprendre et qu'on n'est pas encore. Alors voilà, c'était l'idée que je voulais dire, pour résumer un peu. Il faut commencer très tôt. C'est une question de société, c'est une question qu'il faudrait accepter au sein de la famille, au sein de l'école, pour qu'au niveau du supérieur, on arrive à quelque chose qu'on corrige et qui pourrait être utile au niveau du monde du travail. Voilà, merci. Alors,
l'idée c'est que ce soit l'atelier. Donc en fait l'idée aussi c'est que vous puissiez interagir avec c'est pas d'ailleurs le format n'est pas idéal parce qu'on n'est pas en mode de conférence. Juste pour quand même vous redire les objectifs là, qui nous ont été fixés. L'objectif c'est que d'ici tout à l'heure vous puissiez repartir avec les réponses à toutes ces questions. Mais l'idée aussi c'est de les construire, c'est-à-dire que vous savez que quand on parle là, aujourd'hui vous avez retenu 20% ce qui s'est dit. Donc l'idée c'est qu'on fasse de la pédagogie inversée et que là vous puissiez construire cette séquence atelier et vous souvenir de tout ce qu'on aura dit. Alors on est quand même obligé, je suis juriste, hein, donc quand même les définitions c'est toujours la base pour un juriste. Ça c'est des définitions que j'ai prises sur, j'ai mis ma question, mais bon, sur les définitions officielles, juste pour vous dire en un mot, les power skills, en gros, c'est les soft skills, d'accord? Et les work skills, c'est les compétences professionnelles, on va dire, hein, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin pour travailler, d'accord? De toute façon, je pense que vous aurez le PowerPoint, j'espère qu'on va vous faire passer. Juste voilà, partir d'un exemple comme ça très concret, un exemple, alors je fais l'exemple français, parce qu'au niveau européen, donc on a le REPTEC, on l'a vu un petit peu ce matin, mais je trouve que c'est intéressant ce qu'on a fait en France avec le répertoire national des certifications professionnelles, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, et on parle de liste de compétences et derrière de modalités d'évaluation. Et vous voyez là, c'est le droit, par exemple, avec en droit, dans la licence en droit, il y a une des compétences qui s'appelle s'exprimer, communiquer à l'oral, à l'écrit et dans au moins une langue étrangère. D'accord? Ça c'est quelque chose qu'on doit savoir faire au moment quand on fait sa licence en droit en France. D'accord? Et donc là, on a la liste des compétences, se servir des registres d'expression écrite et orale, communiquer, faire document oral. Et ensuite, on a des modalités d'évaluation, d'accord, que ce répertoire national des certifications professionnelles nous propose. Alors, je vais juste faire une toute petite aparté. Il faut savoir qu'en France, à l'heure actuelle, on a un énorme problème avec l'enseignement supérieur privé qui trompe nos étudiants, nos jeunes, et souvent des étudiants étrangers. Et donc là, on va utiliser notre base nationale pour les ramener vers le droit chemin. Donc vous voyez aussi à quoi ça sert. Ça sert aux apprenants, aux jeunes, c'est eux qui sont le cœur de notre vie. Ça sert aussi à l'État, aux institutions pour ramener l'Église au milieu du village, comme on dit dans notre vieux français. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de ne pas oublier que tout est lié aux jeunes. Je suis complètement d'accord avec vous. Alors, il m'a semblé qu'on en a quand même parlé. Mais tout est lié à eux. Qu'est-ce qu'on va faire de ces étudiants, de ces apprenants? Donc les compétences, à quoi elles vont leur servir? Et qu'est-ce qu'on va en faire dans leur diplôme? Voilà. Donc juste, si on repart du début, c'est, une fois qu'on a vu les définitions, selon vous, qu'est-ce qu'il faut comme enseignement? Est-ce que c'est des choses qu'on peut enseigner? Certains ont dit non. Ce qu'on va faire en termes de méthodologie, si vous êtes d'accord, on va coordonner tous les deux. On va prendre, pour chaque item, puisqu'on a, je sais pas combien de temps on a, une demi-heure, même pas, non, 20 minutes. Bon, il faut qu'on ait, on va prendre 3 questions ou 3 personnes qui sont d'accord pour contribuer à chaque question, pour ne pas que ce soit trop long et que vous puissiez sortir avec des outils. Alors, évidemment, moi j'ai préparé des listes de réponses, mais l'idée là, c'est que ce soit pour les power skills, donc les compétences transversales, ou les work skills, vous nous disiez, selon vous, qu'est-ce que c'est, comment on les enseigne, où est-ce qu'on les enseigne déjà? Est-ce que c'est le rôle de l'enseignement supérieur des études? La parole est à vous, je passe à un micro. Voilà, si vous voulez, donc on va prendre 3 interventions à chaque item et on va faire en sorte à la fin de répertorier ce qu'on aura pour la suite. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez nous dire, selon vous, même si le Maroc, évidemment, vous avez énormément travaillé déjà là-dessus, mais c'est quoi le contenu d'enseignement qui, par
étudiante en droit, on était tous comme ça parce qu'on a eu en cours un jour un monsieur qui s'appelait Georges Lefrèche et qui était le maire de notre ville et qui était un monstre tant physiquement qu'intellectuellement. Et en fait, comment j'ai acquis une de mes plus grandes power skills, c'est-à-dire la capacité à m'exprimer en public, c'est parce que j'ai dû faire un exposé devant ce grand professeur sur les syndicats, l'histoire des syndicats français, et lui, il connaissait ça par cœur. Et donc, je prends cet exemple parce que ça, c'est comme quoi la power skill, ça peut s'apprendre dans un cours, dans une université. Parce que là, comme il m'a mis par terre, comme il a mis tous les étudiants par terre, il m'a insulté, il m'a terrorisé. Et moi, ça m'a donné une force derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ma vie qui a été plus dur que ce moment-là. Et du coup, je peux m'exprimer devant 400 personnes, ça ne pose aucun problème. Parce que ce jour-là, j'étais devant ce monstre de capacité intellectuelle énorme et que j'ai tout appris en 20 minutes face à lui. Vous voyez l'exemple. Donc, je vous laisse. Merci, madame. Merci, madame. شكرا في الحقيقة ربما الأستاذ الوحيد اللي سمعت أنه نزل الكتاب Bon, merci madame. شكرا أخي الكريم. بالنسبة لي أنا أدعو للصلاة. الأستاذ الوحيد عندي ربما نزيد وكلام هذا الحال. يعني ما كاينش نمشيو إلى نقراو على والله كاين الصوت كاين واحد اسمه معصوم كنشوفو. آخر تدخل سيدي الوزير يعني عليه الكتاب قال فيه أن الأهداف المرجوة من هذا المشروع هي ثلاثة ديال الأهداف الكبرى. الهدف الأول أننا نشهد للطالب المهارة والكفاية. ثانيا نشهد له التمكين، هذه حاجة هامة جدا أن تنشئ هذا. ثالثا أن نشهد له التنافس، يعني يكون طالبا بوحدة تنافسية داخل الوطن وخارج الوطن. طيب نعطي واحد المثال الذي سيبين لنا كيف أن هذه المهارات الحياتية السوفت سكيلز ne sont pas des cours. ماشي des cours اللي كنقدروا أن تطلبوا هذا لأن لا علاقة له بالمثال. أنا نعطي واحد المثال بسيط جدا وموضح. الفرنسية الآن علاقة الطلبة ديالنا التلاميذ ديالنا بإعداد الثانوية الفرنسية علاقة سيئة. شتي لو كان وعد مع التلميذ 80 عام في القسم والله لا قرا الفرنسية ولا alors que لو كان تعطيه الفرنسية في البيئة ديالها وتخدمها مع الفرع اليونيفرسيتات القاهرة الفرنسية ديالها في الكتابيات والكتابي يعني بمعنى للتوفيق هذه حاجة ديال الميدان ديال الدرب يجب أن تمارس على هاد الناس اللي كاينين هنايا ربما يكونوا في السن الحالي ربما كيكونوا في البلاد يحتاجون راح يبقاش يوجدوا ناس من المدرسة ديال الدرب ماشي كتجبو ماشي كنظري جديد خير نعرفوا هذا شوية ولكن للبنات هو اللي كيديرها. شكرا لكم. Je pense que je vais apprendre. Moi, je voulais prendre un autre exemple. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des étudiants qui étaient très timides et qui ne faisaient pas de sport, qui étaient dans aucune association, qui n'avaient pas envie d'aller dans une association ou de faire du sport ou d'être impliqués dans quoi que ce soit. Voilà. Donc là, quand vous avez un étudiant qui ne veut pas faire d'activité para-universitaire, il va bien falloir trouver une solution pour qu'il ait ce qu'on veut mettre en place dans les États. Pour moi, ce n'est pas la compétence, c'est du savoir-être. C'est-à-dire, en gros, l'objectif de tout ça, ce n'est pas qu'ils aient leur diplôme ou qu'ils soient insérés, qu'ils aient un emploi, enfin, bien sûr. Mais c'est que ce soit des citoyens accomplis
qui fasse une société équilibrée. C'est ça l'objectif des soft skills. Voilà. Et c'est vrai qu'on les apprend par les activités para-universitaires, mais, et ça le Covid y est pour beaucoup, vous avez des jeunes qui sont sur leur ordinateur toute la journée et la nuit, qui sont sur les jeux vidéo, qui n'ont plus d'amis. Vous avez vu ce syndrome de jeunes? Moi, c'est arrivé à des amis où leur fils est enfermé dans sa chambre depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il n'est jamais sorti. Voilà. Donc, je prends un contre-pied de ce que vous venez de dire, mais c'est juste pour vous dire, donc, il faut les inclure dans un mode de cursus. Et je vous prends l'exemple de tout à l'heure, c'est le tutorat obligatoire. C'est-à-dire, je suis en 3e année de licence, je suis obligée d'être le tuteur pendant une unité d'enseignement d'un première année. C'est obligé. Voilà. Je suis timide, je suis pas timide, c'est obligé. Et là, croyez-moi, vous allez apprendre. Enfin, il va apprendre. Et l'enseignant aussi qui va l'aider à suivre. Vous voyez, là, c'est un contre-exemple. Mais je suis d'accord avec vous. Si on ne prend pas le cours de piano, on ne sait pas jouer au piano. Donc, c'est sûr. Enfin, voilà. Donc, je suis d'accord avec vous. Après, c'est un intervenant l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas donner des cours de soft skills. C'est comme il y a beaucoup de cursus qui mettent des cours d'esprit critique. Non. L'esprit critique, ça va s'apprendre en mettant, donc je suppose que vous avez tous fait des formations professionnelles. Moi, j'ai fait une formation qui s'appelait Apprendre à parler en public. Et on m'a dit, dans mon cours, voilà, donc on était filmés, pour ma formation, et le formateur nous a dit, alors là, maintenant, vous allez parler de ce que vous détestez. Par exemple, d'accord? Moi, j'ai parlé de la tauromachie. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le massacre d'un taureau dans une arène. En France, c'est une horreur. Enfin, en Espagne aussi. Moi, je déteste ça. Et donc, en parlant face à une caméra, on devient une autre personne. Et ça, c'est une formation qui peut nous l'apprendre à s'exprimer en public. Vous voyez, ça peut être une formation. Et donc, ça peut être, par exemple, on a un cours de biologie, et n'importe quoi. Et tu fais un exposé, et l'enseignant, il fait faire un exposé à l'étudiant sur un sujet que l'étudiant déteste. Pas sur un sujet qu'il maîtrise, sur un sujet que l'étudiant, il n'est pas bon dessus. Vous voyez? Enfin, voilà, ça c'est un exemple il me semble, de contre-pied à ce que vous venez de dire. Excusez-moi, j'ai fait exprès de... Voilà. Juste, je vais relancer la salle en fin de compte sur la question, donc je ne vais pas répondre. Mais sur la question de contenu, moi je vous invite à réfléchir à la spécificité de certaines régions et de certains cas. Je sais que beaucoup de mes collègues savent que nous, à Injadida, nous n'avons pas les mêmes étudiants qu'à Rabat. Et ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes conditions. Donc, moi, je vous invite à réfléchir à cette question de contenu en fonction de ce paramètre. Bon, c'est pas grave, ça marche. Alors, je veux juste rebondir sur quelque chose, en fait. Quand on parle de soft skills, selon moi, il ne s'agit pas de dispenser un cours déterminé pour avoir le même profil vers la fin d'un cursus. Il faut d'abord qu'on soit en mesure de comprendre les personnalités de nos apprenants avant de pouvoir leur donner ce qu'il faut selon leur propre personnalité. Qui c'est qui a dit qu'un étudiant extraverti est meilleur qu'un étudiant introverti? On ne peut jamais dire que celui qui participe en classe a réussi à installer un certain nombre de compétences et celui qui ne parle pas n'en a pas. Chacun de nous a des besoins. Et donc, en fait, pour qu'on puisse le faire, il faut qu'on soit nous-mêmes, professeurs, en mesure de nous connaître, de comprendre nos propres limites et d'aller vers l'apprenant pour pouvoir comprendre sa personnalité. Comprendre sa personnalité va nous permettre, en fin de compte, de dispenser des activités qui peuvent, en fait, être adéquates à tout le monde. Par exemple, je ne sais pas, un étudiant qui est vraiment tourné procédure, je vais lui donner un exercice avec des détails, avec 1, 2, 3. Mais un étudiant qui est optionnel, je dois lui donner des activités pour qu'il puisse justement avoir toute la liberté de s'exprimer. Pour le faire, il faut qu'il y ait une diversification. Parce que quand on dit Paul Skills avec un programme détaillé et tout, je pense qu'on ne pourra jamais atteindre l'objectif. Ce n'est pas un
l'être humain, de l'élément humain. Il y a autant de variables qui ne peuvent pas nous permettre d'être sur une seule ligne. Je ne sais pas, ça m'est arrivé d'animer des ateliers de théâtre, c'est vrai que tout le monde ne peut pas faire du théâtre, et c'est pas parce que quelqu'un est timide va faire le théâtre, peut-être qu'il fera autre chose. Mais il s'agit de vouloir, d'inculquer à l'étudiant cette volonté, cette motivation, de le pousser à aimer. Et je pense qu'il faut quand même, dans ce triangle apprenant, enseignant, savoir, il faut qu'il y ait un autre paramètre, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la motivation, et il faut qu'il y ait aussi un pacte entre nous pour qu'on puisse arriver à atteindre quelque chose. Le changement est très difficile. L'instaurer, bien sûr, demande beaucoup de volonté. Et cette année, nous avons remarqué, là, on fait le bilan, que beaucoup de nos collègues qui s'inscrivent dans le pacte ESSIR, mais beaucoup de nos collègues aussi refusent de s'y inscrire. Le fait de refuser, bien sûr, ça pose un problème, parce que celui qui refuse le changement ne peut pas permettre à l'étudiant de changer. Autre chose, nos étudiants, ils sont vraiment, ils nous dépassent sur plein de choses. Et donc, il faut qu'on arrive, en fait, nous, à suivre ces étudiants. Parce qu'on ne va pas leur dire, vous ne lisez pas, alors qu'à chaque fois qu'ils sont sur Internet, ils lisent des articles. On ne peut pas leur dire, vous ne savez pas. Non, mais on va leur dire, qu'est-ce que vous savez faire, et moi, je vais vous suivre. C'est comme ça qu'on va créer cette symbiose en classe pour qu'on puisse le faire. Juste entre parenthèses, on enseigne dans des facultés à accès ouvert avec un nombre important d'étudiants, et on arrive quand même à détecter pas mal de choses, et on arrive à installer certaines choses. Ça suffit juste qu'il y ait la confiance entre nous et la volonté d'atteindre un objectif. Merci. Oui, merci à vous. Alors, deux remarques sur l'aspect. En fait, en France, on a mis je vous ai un exemple français en tête, ça n'a pas encore été développé au niveau européen, un projet qui s'appelle Avenir, avec un S à la fin. Et en fait, ça s'appelle les compétences à s'orienter. Donc en fait, c'est un projet qui est monté avec l'UNICEF, l'Office national de l'orientation dans le scolaire. Et en fait, il y a un déploiement national de l'aide pour les jeunes d'apprendre à mieux se connaître, mais avant les études supérieures. Parce qu'effectivement, si vous avez un jeune qui veut être avocat, mais qui n'est pas capable de s'exprimer en public, pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Voilà. Parce que pour rebondir, vous ne pouvez pas faire du théâtre à tout le monde, c'est sûr. Ça, c'est le premier élément, c'est l'orientation avant le bac qui doit être réfléchi. Connais-toi toi-même. Et ensuite, je vais peut-être dire sur le tabou, mais c'est l'évaluation des enseignements. Hein? C'est-à-dire, qu'aujourd'hui, en France, c'est très tabou, hein, les enseignants-chercheurs sont contre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vos étudiants pensent de vos cours? Est-ce que ça leur est adapté? Vous avez vu ce qui s'est passé en Suède, où il y a des profs qui ont été licenciés parce qu'ils avaient eu des mauvaises évaluations de leurs étudiants. Bon, en France, on en est loin. Dans beaucoup de pays, on en est loin. Mais ça, tout part de là aussi. Comment les étudiants voient l'enseignement? Est-ce que ça leur est adapté? Est-ce qu'à la fin de chaque cours, on fait, comme dans les formations, un questionnaire d'évaluation? Non. Mais qui a raison? Est-ce que c'est l'étudiant qui veut que le cours lui soit adapté? Ou est-ce que c'est l'université, l'école qui a réfléchi et qui s'est dit, moi, pour enseigner telle matière, il faut que ce soit comme ça? C'est là où la difficulté pour les power skills d'un côté et work skills de l'autre va se jouer dans les prochaines années. On n'est plus avec des jeunes comme des moins jeunes, comme moi, en cours. Je ne parlais pas, je regardais des fois, je n'étais pas d'accord, mais je parlais pas. Aujourd'hui, la génération Z, elle va se lever, elle va partir. C'est comme ça. Donc si on s'adapte, mais en même temps, est-ce qu'il a raison de se lever et de partir? Non, parce qu'on a un deuxième problème, alors je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais en Europe c'est grave, aux États-Unis aussi, c'est l'insolence. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est là pour faire des citoyens qui respectent un minimum de règles. Hein. À force de nous, en France, il y a eu une loi. Je crois que c'est en Suède, il y a une loi, on n'a pas le droit de donner une gifle à son enfant, par exemple. D'accord? Bon, il y a des choses, à un moment donné, il faut respecter les règles pour faire un bon citoyen, parce qu'un jour, tu vas avoir un chef, et ton chef, il va te dire, toi, tu vas à gauche. Et toi, tu vas dire, mais moi, on a toujours expliqué qu'il fallait argumenter, et moi, je vais aller à droite. Ah, mais non, non. Moi, je te dis, je suis ton chef, tu vas aller à gauche. Il faut que l'étudiant, il le fasse, ça, à un moment donné. Vous voyez, c'est ça qui est très dur pour l'université et l'enseignement supérieur de nos jours. C'est qu'on
va dire aux étudiants, dans nos enseignements soft skills, tu dois être quelqu'un qui sait argumenter, mais il faut aussi que tu apprennes la règle. Vous voyez? Et c'est ça pour les enseignants le challenge. C'est de donner la parole à l'étudiant, mais peut-être pas trop non plus, recadrer quand même. Alors il y avait une troisième question par là, après on a dit 3 par atelier, donc on va. Si vous permettez. Juste répondre du micro à Oui, il a déjà le micro et je vais demander une petite minute si vous permettez, juste pour que je ne perde pas le fil de choses très importantes. Selon mon expérience cette année pour les paroissiens de façon générale, on est sous 2 pressions. On est dans l'obligation, comme je vous avais dit, madame, on oblige les étudiants et on fait la pression avec la notation. Et on est dans la déconstruction, ce sont déjà des adultes. Donc ça nous met dans une situation assez spécifique. Et ce qu'a dit madame est très pertinent, mais pour moi c'est au niveau préscolaire et primaire, comme on avait vu ce matin, où c'est très possible à faire, où il y a cette diversification, ce respect de la différenciation, ce respect des choix. Mais au niveau de l'université, on ne le peut pas. Ce n'est pas du tout réaliste. C'est beaucoup plus déconstruire, obliger, pour les mettre sur... parce qu'il faut le faire. Merci. Sur la réalisation d'une filière d'ingénieurs. Et ça, c'est sérieux. Donc, ils doivent adopter une ingénierie de formation sur leur choix de compétences. Donc, comment ils procèdent? Ils vont aller chercher dans le marché du travail, contacter les employeurs pour identifier, par exemple, pour leur donner les compétences nécessaires pour l'emploi. Et à partir de là, ils vont définir un référentiel de compétences. Peut-être une dizaine de compétences. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont dire quel dispositif de formation à concevoir pour développer ces compétences. Donc, il se peut qu'une compétence soit traitée par plusieurs modules. Ce n'est pas automatiquement une compétence qui va inclure un module. Donc, chaque cours, chaque module va cibler une compétence. Et la compétence est définie, ce n'est pas uniquement interne. Quels sont les éléments qui va la comprendre et quelles sont les situations dans lesquelles elle va se mobiliser via l'ensemble des tâches. C'est comme ça qu'on besoin d'un dispositif. Parce que nous, ici, on est dans un cadre institutionnel et on a des étudiants avec un diplôme, c'est un profil. Donc, je pense qu'on doit adopter un dispositif de ce type-là. Sinon, si on arrive à intégrer des soft skills avec des compétences, avec des cours, sans aucune référence d'ingénieur de formation, chacun va voir comment il va. D'ailleurs, l'approche par compétence nécessite un travail d'équipe, parce qu'on participe tous au même profil. C'est l'apprenant qui nous intéresse. C'est la fin de ça. Donc, on doit coordonner nos activités de formation pour arriver à notre cours. Dans notre approche, c'est une approche individuelle. C'est une approche de cours. Chacun fait ce qu'il doit faire dans son cours sans voir ce que les autres font. Donc, c'est déjà, ce n'est pas. Donc, moi, pour répondre à ça, il nous faut une ingénierie. Si on arrive à établir une ingénierie avec des compétences qui se traduisent jusqu'au contenu, à ce moment-là, on va adopter des approches pédagogiques convenables. Comment on va réaliser ça? Et ensuite, une fois réalisé ça, on doit savoir comment les évaluer parce qu'on a des indicateurs de progression de la compétence. Et comme ça, on va choisir les outils d'évaluation convenables. C'est comme ça qu'on doit procéder. Et non pas, par exemple, j'ai participé à la réception du dispositif de licence cette année 2023. Ils nous ont dit que ces composantes de cours, vous pouvez les la composante soft skills, il y a l'analyse expert, mais l'analyse expert avec la commission nationale qui travaille sur le reste, il n'y a pas de concertation, c'est pas sur quel profil, avec quelle vision. Donc, c'est comme si on adopte une approche par compétence et qu'on projette sur nos pratiques pédagogiques traditionnelles. Donc, c'est ça le problème. Donc, il nous faut cet élément-là. Et encore une chose, dans cette approche par compétence, il y a toujours un système d'assurance qualité qui l'accompagne. Parce qu'on doit s'assurer que ce qu'on a prévu comme développement doit être réalisé. Donc,
doit avoir le même repère pour converger vers la même chose. Sinon, chacun a son référentiel, comment il conçoit les choses. Merci. C'est vraiment une démarche rationnelle, complète. Et vous avez raison, j'ai préparé une remarque, mais qui rejoint un petit peu ce qu'avait dit Nabil tout à l'heure, et qui revient aussi à ce que dit Madame, sur la question d'évaluation. Et justement, ça pose un problème de contenu. Il faut les concevoir comme vous venez de dire, mais il faut savoir les implémenter. C'est ce qu'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il y a cette empathie, cette compétence qu'a le prof de savoir, de détecter les apprenants, et puis comment évaluer cela. Et il y a une résistance, ça a été dit ici, sur la notion d'évaluation des enseignements, parce qu'on comprend ça comme évaluation de l'enseignement. Donc chaque évaluation, alors que moi en tant qu'enseignant, je fais mon travail, j'aimerais bien savoir si ça passe ou ça passe pas. Donc le fait d'évaluer mon enseignement ne remet pas en cause ma personne, mais ça peut améliorer tout simplement. Alors, quelques éléments là par rapport au contenu des enseignements. Alors, il y a des mots que je vais vous dire, j'espère qu'on aura le temps d'y revenir dessus, avec des outils qui ont été créés au niveau européen, notamment pour aider à la construction à la fois des enseignements et des évaluations. Donc, Europass, si certains connaissent, le Youth Pass. Et là, en l'espèce, sur le contenu des enseignements, il y a aussi la notion de portfolio. Je pense qu'on va y revenir, c'est juste que je veux être sûre qu'on ait dit ces mots-là pendant cet atelier. Alors, ébauche de réponses toutes simples sur le contenu des enseignements, c'est développement de compétences comportementales telles que la communication, le leadership, la gestion du temps, la résolution des problèmes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On intègre ça dans les cours. Et certains préconisent les cours sur la pensée critique, la créativité, pour encourager l'innovation et l'adaptabilité. Ça peut être des travaux dirigés, des travaux pratiques, où on va mettre deux étudiants l'un face à l'autre et on va leur dire qu'ils n'ont pas le même avis et on va les faire argumenter l'un face à l'autre sur un sujet donné. Ça peut être sur un sujet de biologie, ça peut être sur un sujet de physique, de n'importe quoi. Vous voyez, ça c'est deux pistes de contenu d'enseignement pour ces deux compétences. Donc deuxième élément, ensuite pareil, si vous êtes d'accord avec nous, la règle du jeu c'est on prend trois questions, désolé pour les frustrations. Pour vous, quel mode d'enseignement pour... Alors, juste le contenu des enseignements, un petit détail. Le contenu, ça peut avoir différentes formes. Là, on est sur le mode d'enseignement, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un mode direct, est-ce que ça va être un mode indirect, etc. Je vous en avais présenté trois. Est-ce que certains veulent intervenir, donner des idées pour co-construire cette deuxième question sur les modes d'enseignement? J'ai le micro, je peux. Attends. Allez-y. Là, vous commencez la discussion. D'abord, merci pour les intervenants, les organisateurs de ce colloque. Nous avons appris beaucoup de choses et ça a suscité aussi notre curiosité. D'abord, pour la question, pour les contenus, ça peut passer d'une façon implicite ou bien explicite. Et là, je donne l'exemple, par exemple, des contenus enseignés au lycée. Dans les œuvres littéraires, pour prendre l'exemple de l'enseignement de la langue française, il y a des valeurs sociales qui passent des fois inaperçues. Mais ça concerne le savoir-faire de l'enseignement. Comment cet enseignement va inculquer ces valeurs à travers ces œuvres? Par exemple, si on prend le programme du lycée du tronc commun, si on prend par exemple la ficelle, elle est porteuse de valeurs comme la rigueur, c'est-à-dire c'est une façon de lutter contre la rigueur. Par exemple, le examen de bac. Il y a certaines valeurs qui passent, mais l'enseignant doit avoir ce savoir-faire d'inculquer ces valeurs, de les mettre en valeur. On a parlé de l'empathie. Donc l'empathie aussi, c'est quelque chose qui peut passer à travers, bien sûr, les programmes enseignés. Et l'empathie a rapport avec l'intelligence sociale. Un enseignant doit avoir cette intelligence sociale, cette subtilité. Et l'intelligence sociale, elle passe par trois éléments essentiels. Il y a l'observation, l'empathie et le
cuisine. Donc comment avoir cette empathie et comment on va faire enseigner, comment on va faire inculquer aux apprenants, que ce soit au niveau du lycée, ou dans le collège, ou bien au niveau de l'école. Donc là, uniquement, et là, ça me rappelle aussi, Jean-Jacques Rousseau a dit dans une citation, il faut savoir donner le désir d'apprendre à l'élève. Et non pas, c'est-à-dire il faut avoir cette capacité de donner le désir, de faire aider telle ou telle pratique enseignante. Donc c'est ce que je veux dire. Je veux dire que les programmes sont riches en valeurs sociales, en soft skills, mais il faut savoir les inculquer aux apprenants. Merci. Merci. Merci beaucoup. Votre remarque était à la croisée entre la première et cette question-là. Merci beaucoup, Jean-Jacques Rousseau. Il a abandonné tous ses enfants, il a fait un grand traité sur l'éducation, mais parfois on peut bien. Merci beaucoup. J'aimerais juste rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit par une collègue derrière, par rapport à la finalité des soft skills. Et j'ai entendu deux mots qui me semblent tout à fait fondamentaux dans ce qu'on est en train de construire, c'est l'introversion versus l'extraversion. Et il me semble que nous sommes en train de faire des soft skills comme une espèce de panacée pour pousser les étudiants vers l'extraversion. Comme si dans le monde des atomes, il n'y a que l'extraversion qui marche et qui est requise. Sachant que par ailleurs, lorsqu'on parle de soft skills, compétences transversales, corrigez-moi si je me trompe, il n'y a de compétences que par rapport à un vécu, à un requis. Il n'y a pas de compétences dans l'absolu. Je peux être compétent ici, sortir de cette salle ailleurs, je suis totalement incompétent. Donc déjà, il y a un abus de langage par rapport à l'appellation, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la question d'intelligence artificielle. Il faut savoir, c'est pas de l'intelligence telle que nous la concevons conventionnellement. D'ailleurs, même le co-concepteur de l'agent conversationnel Cyril avait sorti un bouquin en 2019, qui a été traduit en français par la suite. Il a dit « There is no such artificial intelligence ». Il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est juste de l'investigation, traitement de données, algorithmique. Une autre chercheuse du MIT a sorti même en qualifiant ces algorithmes comme une arme de destruction massive. Ça, juste pour la petite parenthèse. Donc je reviens vers cette question d'extraversion et introversion. Il y a des métiers, aujourd'hui, même dans un proche avenir, qui vont nécessiter plus d'introversion que d'extraversion. Des métiers de précision, où effectivement il faut avoir un grand effort de concentration, savoir résister, savoir faire preuve de patience, etc. Et un extraverti, juste une petite, un petit rappel d'une étude qui a été menée il y a quelques années. On a trouvé le taux de turnover le plus élevé était chez les extravertis. Et le taux de divorce le plus élevé était plus chez les extravertis que chez les introvertis. C'est que vraiment vous mettez les deux comme les corps de l'opposition. C'est-à-dire je pourrais être extraverti. C'est ce que j'allais dire. Je finis. Et ça, on l'a appris dans un cours de génétique. Il y a ce qu'on appelle le gène dominant et le gène récessif. Donc les deux peuvent cohabiter, mais forcément, un extraverti va être beaucoup plus visible par extraversion que par introversion. Donc encore une fois, je pose juste la question de ne pas faire de ces soft skills et pousser tout azimut vers l'extraversion comme si c'était la panacée, alors qu'il va falloir toujours faire cet équilibre. Et d'ailleurs, Madame la Présidente l'avait dit tout à l'heure, la génération Z maintenant, c'est une génération anticonformiste. Maintenant, être anticonformiste ne veut pas dire que vous allez devoir bafouer la hiérarchie dans une entreprise, par exemple. Merci. Merci. Alors, du coup, sur les modes d'enseignement, qu'est-ce que vous diriez? Sur les modes d'enseignement, d'abord l'enseignant qui enseigne, qui fait quoi. D'abord, avant de voir, peut-être qui est qui, avant de voir qui fait quoi. Qui est qui, il me semble. Il va falloir qu'on soit très vigilant par rapport au profil de l'enseignant, des soft skills. Admettons qu'on est d'accord sur la notion de cours. Quelqu'un qui a un doctorat en communication tout court, il fait l'affaire, elle fait l'affaire, et il me semble que quelqu'un qui a un vécu derrière, une expérience dans le monde associatif, dans le monde professionnel, qui a vécu justement des situations, tout à l'heure on parlait de gestion des conflits, gestion de frustration, gestion de projets,
gestion, là on a peu parlé du management interculturel. Maintenant on est dans la mondialisation, on se font à l'international, on ne vous apprend rien. Et ça c'est des choses qui sont tout à fait fondamentales déjà chez le profil de l'enseignant qui doit être totalement capable de faire cette vision à 360 degrés avec le recul, la hauteur nécessaire pour apporter un retour sur l'expérience conséquent et concret par rapport à... Il n'y a pas de soft skills théorique, il faut que ce soit du concret. Merci beaucoup. On a une troisième question à madame. Pardon. La chef a levé la main, je me suis interrompue. Par rapport à Socrate, la maïotique, l'enseignement de Socrate, la maïotique chez Socrate. Voilà. Et nous, par rapport à l'enseignement à l'université, c'est plus les jeux de rôle et au fait aussi les expos. Donc ici, on organise des débats, donc un jour qui est pour et contre. Et la meilleure manière de faire de forger des étudiants, c'est justement, en quelque sorte, bon, c'est pas du sadisme, mais de les exposer un peu à la critique de leur parents. Des fois même à l'humour sarcasme, qui ne sont pas méchants, et croyez-moi, ça les forge. Donc, c'est vrai qu'on apprend à pêcher, mais il faut les mettre aussi dans l'école. Voilà. Du coup, juste, je vais rebondir sur ce que dit monsieur avant. Vous voyez, ce type de cours là, d'argumentaire, de jeu de rôle, je ne suis pas sûre que ce soit adapté à des jeunes qui sont, c'est une caricature et je m'excuse, mais qui veulent faire de la programmation informatique. Est-ce qu'on demande à un programmateur informatique d'être capable de débattre face à ses camarades? Je ne suis pas sûre que ça fasse partie des soft skills qu'on lui demande d'acquérir. Vous voyez? Par contre, qu'il soit qu'on l'oblige parmi ses cours à, je ne trouve pas l'exemple, à avoir de la patience, par exemple, à construire une compétence de soft skills de patience, oui, peut-être pour cet individu-là, parce qu'il va devenir ingénieur en programmation informatique, on ne lui demande pas de débattre, on va lui demander dans ses soft skills d'être capable d'être patient pour arriver à son résultat. C'est ça dans les modes d'enseignement. Donc dans les modes d'enseignement, on va voir après les résultats, mais pensez aussi qu'il y a une question piège là-dedans, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, dans ce que je vous ai présenté, vous avez parfaitement retenu, je n'en doute pas, dans les 120 slides que vous avez vus. Dans les modes d'enseignement, il y a l'enseignement direct, l'enseignement indirect, mais vous avez aussi, par exemple, le stage. C'est un mode d'enseignement, puisque dans le stage, dans Sprint, dans mon projet européen, on préconise qu'il y a deux tuteurs. Un tuteur dans l'entreprise et un tuteur académique. Et le tuteur académique, il va aller vérifier que les compétences déterminées dans le curricula soient acquises pendant le stage. Et du coup, ça peut être, je ne sais pas moi, si je prends le cas de quelqu'un qui veut être assistant vétérinaire, s'il ne fait jamais de stage, vous imaginez bien qu'on pourrait lui donner tous les cours théoriques de la Terre, on ne sait pas comment il se comporte avec un animal. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'a jamais fait de stage, c'est impossible de l'évaluer correctement. D'accord? Et c'est ça, dans les modes d'enseignement, tout part de qu'est-ce qu'on attend à la fin. Le diplômé, on veut qu'il soit capable de faire quoi concrètement. D'accord? Voilà, pardon. Non, je voulais juste vous dire quelque chose, c'est très rapide. Détrompez-vous, madame, un programmeur informatique, un développeur maintenant avec l'intelligence artificielle, non seulement il est supposé débattre, mais il va débattre avec une machine. Parce qu'il est en train de faire du deep learning, du machine learning, et pour concevoir son algorithme, il est obligé effectivement d'être en conversation avec cet agent conversationnel. Deuxièmement, pour pouvoir développer, et sachant qu'on est sur ce que le Forum économique mondial dit 256 métiers qui vont disparaître. Et ça va aller très très vite, plus vite que nous l'imaginons. Et donc, cette idée que des scientifiques cartésiens issus, et c'est ça le problème, c'est que dans nos facultés scientifiques, on continue encore de faire de ces soft skills des parents pauvres.
on n'a pas encore la conviction, on ne croit pas dur qu'en faire, que c'est utile, que c'est indispensable. Pour eux, le profil type d'un lauréat, d'un licencié, de quelqu'un qui a fait un master, même un doctorat, dans une faculté de sciences et techniques, c'est forcément quelqu'un de cartésien binaire, alors que les choses évoluent autrement, et ça, il faut qu'on l'entérine et qu'on le dise pour eux et pourquoi. C'est juste sur. Je rejoins un petit peu ce que je voulais dire, c'est sur la complexité de la chose. C'est-à-dire que tailler le profil en fonction d'un métier, c'est un petit peu enlever la complexité humaine de la personne. C'est-à-dire que je suis informaticien, c'est vrai que j'ai besoin de certaines compétences, mais sur certains autres, j'en ai besoin parce que je suis un être vivant et parce que je vis en société, etc. Donc ça, c'est complexe en réalité. Et le piège serait effectivement de dire, on va vers ce métier, vous n'avez besoin que de ces compétences pour ce métier. Et donc je pense que c'est... Merci beaucoup. Je vais juste... oui, en fait, moi je voulais juste partager parce qu'en même temps, on était en train de travailler sur les états des lieux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons envoyé 2 questionnaires à l'adresse de la présidence, un autre questionnaire à l'adresse des établissements. Ça posait un certain nombre de questions. Et c'est vrai qu'on a retrouvé tout ce que vous avez dit, enfin, les éléments qui sont ressortis des questions. C'est vrai que suite à ce que vous avez dit et ce qu'on a retrouvé dans les questionnaires, je crois que la problématique aujourd'hui, c'est la volonté de standardiser des choses qui sont difficilement standardisables. Parce que ça remet tout le temps dans les différents questionnaires une adaptation du contenu. Et c'est vrai que dans vos discussions, il faut qu'on ait absolument une approche par la compétence, parce que c'est le point de départ, c'est la compétence. Et on va donc faire tout un développement, et même le choix des modes d'enseignement, de ce qu'on va enseigner et de ce qu'on souhaiterait atteindre en compétences. Et ça me rappelle quelque chose. Moi-même, je suis étudiante à l'École nationale de de gestion du CERF. Je suis lauréate de l'UNICEF et je me rappelle, mais de quelque chose qui était extraordinaire. Et nos profs, à l'époque, ils ont, je crois qu'ils faisaient une pierre plusieurs coups, parce que à la fin de la première année, on devait tous faire ce qu'on appelle le grand oral. Et le grand oral, c'était des thèmes qu'on distribuait au début de l'année, au milieu de l'année, je ne me rappelle plus. En tout cas, ces thèmes étaient diversifiés. Ça allait des artistes peintres marocains jusqu'à au conflit, à l'époque, il y avait les alliés encore, etc. Et donc, c'était vraiment très diversifié. Et on devait présenter ça au moment d'un oral, à un oral, tout à promo. Et on devait choisir, deux sujets à l'époque, etc. Et donc, lors de ce oral, il était question d'acquérir plusieurs compétences. Alors déjà, il fallait faire tout un travail documentaire, donc on s'initiait à la recherche documentaire. Secondo, tout ce qui est synthèse, donc il fallait vraiment travailler les fichiers synthèse, etc. Ensuite, il fallait préparer un petit topo, on a le temps mais très court, parce que vous avez 2 minutes, on a son topo, et puis par la suite, présenter et argumenter. Et voilà un modèle qui fonctionne super bien. La preuve, c'est que voilà, les étudiants de mon école, parce que c'était une compétence intéressante pour un profil de gestionnaire, de commercial, de marketeur, etc. Parce que je vous rejoins tout à l'heure, c'était Hassan Khoury. Vous avez tout à fait raison, on n'a pas besoin de tous les étudiants soient extravertis, expansifs, qui savent parler, qui, voilà, enfin, bon, il faut s'exprimer. Parce que communiquer, c'est aussi exprimer une pensée, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos étudiants ont un problème d'expression. Ils ne savent pas dire aujourd'hui comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. C'est vrai qu'on a un problème d'expression. Et on n'a pas besoin que tous les étudiants soient expansifs, on a besoin des introvertis, on a besoin des gens qui sont beaucoup plus, on va dire, brillants dans la synthèse, la logique, etc. Donc je crois que la problématique, notre contexte particulier marocain, c'est la massification. Ça a été dit par la République. C'est la massification et c'est pour cette raison qu'on a poussé justement à ces enseignements à distance. Mais rien ne nous empêche en tant que professeurs de rajouter des choses. Parce que cette exposition, au minimum, elle est nécessaire. C'est grâce à cette exposition qui a été faite par nos professeurs, on a créé ces moments, même entre la machine et l'étudiant, où il va
initier à tout le concept, c'est déjà une première étape. Et par la suite, chacun de nous sera amené à conclure par autre chose, parce que c'est pas du tout. Je voulais juste réagir. Merci. Donc du coup, il est 17h15, je vous préviens. Il nous reste un quart d'heure. Je voulais juste, sur la partie précédente, vous donner un exemple de ce qui est en train de monter en puissance, qui existait déjà aux États-Unis a priori, et qui monte en puissance dans beaucoup d'universités, suite à tout ce qu'on vient de dire au problème de la massification versus individualisation. En fait, le constat de certains établissements, c'est de se dire, alors je ne rejoins pas complètement ce que la dame qui, je crois, disait tout à l'heure, je ne suis pas vraiment sûre qu'en 2024, on soit adulte. Franchement, je ne suis pas sûre. Bon. Mis à part ça, et donc du coup, en fait, on est dans le développement de plus en plus de licences de Bac plus 3 généralistes. C'est-à-dire avec des majeurs et des mineurs. C'est-à-dire où tous les étudiants vont apprendre, en gros, tout ce qui est soft skills, tout ce qui est projet tutoré, transversalité, apprendre à m'exprimer, etc. Ça va être un tout commun, la citoyenneté, la culture, tout ce que vous avez mis en soft skills dans les 20%, ça devient 60 à 70% de certaines licences. Et on laisse 30% de mineurs, c'est-à-dire du droit, de la médecine, de la physique, etc., pendant les 3 premières années. Et en 4e année, l'étudiant choisit, là, il va se spécialiser. Là, il va décider vraiment de ce qu'il va faire comme étude spécifique. C'est peut-être une voie, peut-être. Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Là, on est sur l'étape numéro 4, les modes d'encadrement. Est-ce que certains veulent intervenir? Je vous ai tout à l'heure excusé. Sur les modes d'encadrement? Non? Alors, les modes d'encadrement, on ne sait pas, c'est pas très compliqué en soi. Hein. Ce qui peut être utilisé pour les deux sortes de compétences et qui peuvent être mixées, hein, c'est tout ce qui est le mentorat, le coaching individuel, le cas échéant, qui peut être fait. Alors, c'est là où la question se pose par qui? D'accord? Donc, nous, on a la problématique en Europe sur ce qu'on appelle les staffs. Hein. C'est-à-dire, quel est le rôle des staffs administratifs? On commence sur le rôle d'un staff administratif, où s'arrête-t-il? Je crois que monsieur, je me demande si vous n'êtes pas dans les services orientation, non, c'est pas ça que vous avez dit. Service orientation, non? Voilà. Donc, dans certains pays, les tuteurs de stage, ou même des unités d'enseignement de mentorat ou de coaching, sont faites par des personnels administratifs. C'est une question. Est-ce que c'est possible ou pas? Des sessions de tutorat en petits groupes, des évaluations régulières, etc. Et les plateformes numériques que vous avez présentées qui vont représenter, je crois que 60% des évaluations en soft skills. Voilà. Donc ça, c'est la 4e étape. Et ensuite, dans le mode d'évaluation, est-ce que certains veulent intervenir, veulent donner des idées, veulent faire des propositions? Oui? Alors, concernant le mode d'évaluation, là, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on va évaluer. On va évaluer une compétence. Et la compétence, c'est mise en place, d'abord, ça prend du temps. Et aussi, pour l'évaluer, on ne peut pas évaluer une compétence à la fin d'un module, par exemple. Il faut, par exemple, penser à évaluer une compétence en fin de cycle, par exemple, ou bien à travers des projets. C'est-à-dire que la compétence, c'est un changement de comportement, ou bien une acquisition d'un nouveau comportement qui demande plus de temps pour cette acquisition. Donc, malheureusement, dans notre système d'éducation, même si on adopte l'approche par compétence, mais dans l'évaluation, il n'y a pas d'évaluation de compétences. Ce sont seulement des contenus. Même si on essaie à travers des exercices de mettre l'apprenant dans des situations d'évaluation, mais en fin de compte, il n'y a pas la résolution de problèmes, par exemple. Parce que la résolution de problèmes,
il faut un contexte, il faut des données, il faut déterminer une tâche. Par exemple, si on compare le baccalauréat de la France avec le Maroc, je parle par exemple de la discipline des sciences de la vie et de la terre, il leur donne une multitude de documents, et puis à la fin, il leur pose une seule question. En exploitant l'ensemble des documents, vous allez répondre à la problématique. Tandis que nous, au Maroc, on a une multitude d'exercices, et chaque exercice, il est décomposé en 2 questions, 3. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut évaluer les compétences, il faut revoir le mode d'évaluation. Merci. Bonjour. Je vous remercie pour cette question. À vrai dire, c'est une question qui me taraude depuis qu'on a commencé à enseigner les soft skills. Et on n'a pas encore enseigné vraiment les soft skills, on a enseigné la méthodologie du travail universitaire. La majorité des enseignants, et moi-même, on a fait le choix d'évaluer les étudiants à travers un QCM. Donc on était en train d'évaluer l'acquisition de l'information. On était vraiment très loin d'évaluer l'acquisition d'une compétence. On nous demande de ne pas enseigner les soft skills dans un amphithéâtre, et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut passer à la pratique en classe avec des petits groupes. Mais l'étudiant qu'on a en face de nous, il attend une note à la fin du semestre. Et l'examen se passe au niveau de toute la faculté, c'est des examens organisés. Donc on n'a pas le choix. Quel type d'évaluation pour un effectif méthodique? Merci. Je vais vous prendre juste un exemple sur l'évaluation, la difficulté de l'évaluation des compétences. Et sur les effectifs pléthoriques, on va y travailler après. Je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu. Moi, j'étais directrice juridique dans une université. Et un jour, on a eu ce qu'on appelle une section disciplinaire contre un étudiant en psychologie. Et cet étudiant avait décidé qu'en stage à l'hôpital, il allait pousser à la crise de nerfs un enfant de 4 ans. Ça l'amusait. Il s'était dit, tiens, ça va être marrant dans mon stage, je vais aller pousser à l'hystérie un enfant de 4 ans. Et au moment de l'évaluation de cet étudiant, on n'avait aucun outil dans les modalités de contrôle de connaissances qui interdisait de valider le diplôme pour un étudiant en psychologie qui avait un problème psychologique, qui était fou. D'accord? Et donc, on a mis en place toute une procédure, mais je vous donne cet exemple parce que c'est là tout l'enjeu de l'évaluation des compétences. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de l'avocat, si dans le portfolio de compétences d'un avocat, il n'y a pas savoir s'exprimer en public, si son oral il est bêta mais il y a tout le contenu, sur la façon dont il fait son oral, on n'a pas le droit de le juger. On va juger que sur le contenu à ce jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Moi, ma fille fait des études d'infirmière et en fait, ils ont inversé le paradigme. Ils ont un portfolio, ils ne sont évalués que sur les compétences. On part des compétences. Et ensuite, on regarde le contenu. Parce que c'est tellement important la façon de faire. Je vous prends juste cet exemple. Donc, on a eu 2 questions, peut-être une troisième. Ouais. Merci. Donc, je vois que cette étape-là mérite d'être précisée. Donc, quel mode d'évaluation? Généralement, il faut se contacter quelle évaluation cherchons-nous? Quelle démarche évaluative qu'on utilise et quel type d'évaluation? Est-ce qu'on évalue pour une donnée note ou bien on évalue pour les étudiants? C'est différent des démarches évaluatives utilisées. Donc, la démarche qu'on utilise généralement dans notre système, c'est une démarche somatique, on veut dire donner une note, que ce soit par effort manuel. Ça, c'est une démarche somatique pour classer les étudiants par rapport à eux. Il y a notre démarche de sens, c'est-à-dire utiliser des critères descriptifs pour bien sûr lister le type d'évaluation qu'on utilise. Que ce soit toujours dans le sens, définir le sens. Est-ce que c'est somatique ou bien formatique dans le
il y a une démarche qui est herméneutique, c'est-à-dire on suit chaque étudiant selon sa progression. On ne place pas les étudiants par rapport à eux-mêmes, c'est-à-dire on vit toute l'hétérogénéité. Et ça, le mérite bien sûr d'être dans le sens de logique de l'évaluation. Est-ce qu'on évalue les connaissances ou les compétences? Le professeur tout à l'heure, il a dit qu'il utilisait du science. Donc le science, ça relève de la psychométrie, c'est-à-dire on évalue les connaissances. Donc si on veut évaluer les compétences, il faut se référer à des mises en situation ou bien des situations de travail pour amener l'élève à une situation plus concrète. Ce qui est très difficile dans un établissement à l'extérieur. Oui, les contraintes, ça s'impose. On parle de ce que doit faire d'abord. Je joue encore l'avocat du diable, je suis désolée. Vous avez dû entendre parler du quotient émotionnel. Voilà. Le recrutement change au niveau des entreprises. On a le quotient intellectuel, et maintenant vous avez de plus en plus d'entreprises qui recrutent sur du quotient émotionnel. Et le quotient émotionnel, il est mesuré par un QCM. J'ai un chien écrasé devant moi dans la rue, qu'est-ce que je fais? Petit A, je passe. Petit B, j'appelle la police. Petit C, je le prends dans ma voiture. Bon, je dis n'importe quoi. Hein. Et les entreprises, maintenant, vous avez certainement la même chose que dans tous les autres pays. Vous allez passer pour rentrer dans une grande entreprise 10 entretiens. Et le 4e entretien, moi je l'ai fait pour rentrer chez Auchan, entreprise de grande distribution, en 1997. On avait déjà ça. On nous faisait un questionnaire de savoir-être. Et vous voyez bien que donc, on va avoir un mode d'évaluation de notre soft skills par un questionnaire. C'était juste pour vous le dire. Mais attention parce que les entreprises, elles, les soft skills, elles les prennent en compte dans les recrutements. Hein. Alors, juste parce qu'on n'a plus le temps, voici des exemples de mode d'évaluation. Toujours assez vraiment théorique, et c'est juste pour que vous ayez un fil conducteur de modes d'évaluation possibles avec les outils numériques, des évaluations instantanées, des évaluations par les pairs, de l'auto-évaluation. Comment je me situe, moi, dans quelle compétence? Et des fois, on va se rendre compte que le jeune soit se situe pas du tout bien, soit est exactement dans qui il est. Dans l'évaluation par les pairs, ça c'est très important. Ou les évaluations formatives. Et je ne crois pas qu'on va avoir le temps de finir, enfin, je ne sais pas trop comment on va faire. Alors, le mode de comptabilité dans le diplôme, est-ce que certains veulent intervenir sur ce point-là? Oui? Madame, si vous le permettez, je voudrais revenir sur la question numéro 5. Alors, l'étape 5, c'est quel mode d'évaluation? Mais je trouve qu'on est tenté de poser une autre question. Une autre question, c'est que doit-on évaluer? Est-ce qu'on évalue les soft skills? Donc, pour le moment, chez nous, au Maroc, c'est un cours. On donne une note, on passe un examen et on donne une note. Alors, sachez qu'on est tenté d'évaluer deux choses. Les soft skills. Les soft skills est une matière obligatoire pour tous les étudiants. Mais on a la deuxième chose à évaluer, c'est le para-universitaire. Alors comment, il n'est pas obligatoire pour les étudiants, mais comment l'évaluer? On a pensé que l'étudiant qui fait le para-universitaire, il doit prendre une note pour un stage, par exemple, pour être valorisé à travers les autres étudiants, mais que doit-on? Mais ce sera traité demain en fait. Voilà. Par universitaire, on va en parler demain. Ah. Voilà. Merci. Nous avons tout à fait publié demain sur le para-universitaire avec Madame Hachemi et Sébastien. Alors je propose que l'on fasse donner la parole à Madame Boucher pour un rapide partage de l'expérience. Alors, juste donc, pour la fin, vous aurez les éléments de réponse, qui sont juste des propositions. Hein. Dans le PowerPoint, j'espère qu'on vous fournira, avec la notion de supplément au diplôme, le Youth Pass, évidemment, Europass aussi, avec tout un catalogue de compétences que vous pourrez trouver, enfin, tout un tas d'outils que vous
la valorisation, ça rejoint les para-universitaires. Aussi, vous aurez des éléments là dans le PowerPoint, désolé, il manque les deux dernières parties. Pardon. Merci en tout cas. Gracias.